La page blanche, à un moment donné, il faut l'affronter. Il faut dire OK. Et même si ce que je fais, c'est vraiment de la merde, ce qui est fréquent, hein, au moins, tu dis très bien, j'ai jeté ça sur le papier, c'est pas terrible, mais c'est une base pour retravailler, repenser et justement que ça amène de nouvelles idées, quoi. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 23e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 23 et dernier épisode de l'année 2022, j'échange avec Martina Chiba qui est journaliste à la RTS, productrice et auteure. Dans cet épisode, on a abordé plusieurs thèmes comme son nouveau livre et le processus d'écriture, la critique, le réseau social LinkedIn, plateforme sur laquelle elle est très active, le journalisme d'aujourd'hui et bien d'autres points. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet épisode et j'espère que vous en aurez tout autant à l'écouter. Pour votre confort, vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans la conversation en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Spotify ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note, ça m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple dans Spotify, il faut cliquer sur évaluation. Je suis aussi sur Instagram @devbrianoumana, c'est DEV Brian Oumana. Bonne écoute. Salut Martina. Salut Brian. Ça me fait très plaisir qu'on soit là et que tu aies accepté et pris le temps de venir entre deux séances de dédicace que tu fais dans le canton de Neuchâtel pour ton nouveau livre que j'ai pris avec moi. Mais bravo. Rendez-vous que je lis actuellement. Mais bravo. Merci, j'accepte tes bravos. Bel effort. Non, c'est comme je te disais avant en off, je rigole en lisant ton livre, donc ça fait du bien de te voir aussi. Et donc, Martina, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es journaliste, auteure et productrice, journaliste à la RTS depuis longtemps. Depuis 33 ans, on peut le dire. D'accord, voilà, depuis 33 ans. Et donc, j'ai mentionné ton livre. Et moi, il y a une question que je me posais, c'est pourquoi ce nouveau livre et pourquoi aujourd'hui ? Alors, j'ai publié 4 ou 5 romans, je ne sais même plus, mais ça faisait 10 ans que je n'avais pas publié de romans. Parce que la vie est comme ça. Il y a des moments où il faut vivre des choses au lieu de les écrire. Et donc, voilà, j'ai été aspirée par un tourbillon de plein de choses qui sont arrivées dans ma vie et j'ai écrit un peu moins. J'écrivais des chroniques, mais j'écrivais pas de romans. Et puis, j'ai pris aussi un poste de management à la RTS qui ne m'a pas laissé la disponibilité ni en termes de temps, ni en termes de disponibilité d'esprit pour me lancer dans un roman. Et donc, j'avais des idées qui traînaient un peu au fond de moi. J'avais mon vécu aussi que je voulais raconter. Mais j'ai pu m'y mettre réellement qu'à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022, où tout à coup, on se dit, bah tiens, là, c'est le moment où je vais pouvoir avoir cette discipline personnelle d'écrire, de me plonger dedans et d'aller au bout de l'exercice. Et donc, voilà. Et ça m'a pris 10 ans. C'est comme ça. Est-ce que ça a été dû un peu au Covid ou pas du tout ? Une rétro-réflexion ou bien... Alors, le Covid, je fais partie des gens Covid changés. Ça, c'est certain. Il y a des gens qui ont vécu le Covid, qui n'est d'ailleurs pas terminé, mais Non. qui ont vécu le Covid, et puis dès que c'est revenu un peu à la normale, hop, ils se sont remis dans leurs chaussons, et c'est très bien comme ça. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. J'avais un poste, comme je l'ai dit, de management. J'ai commencé à m'interroger sur ce que je voulais vraiment faire des années professionnelles qui me restent. J'avais un compagnon entre Paris et Genève, puisque lui habite à Paris et moi à Genève, et je commençais aussi, avec le Covid, ça n'a pas été facile à dire, ok, les priorités c'est quoi, c'est qui. Il y avait mes 2 enfants, jeunes adultes au milieu de tout ça, et à un moment donné, je me suis dit, mais ok, on va se poser, puis on va se dire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux pour les années qui restent, quelles sont les émotions que je veux vivre, qu'est-ce que je veux donner par rapport au public et qu'est-ce que je veux donner par rapport à moi-même. Et donc, voilà. Et donc, j'ai quitté un poste de management pour revenir à ce que j'avais choisi de faire quand j'avais 24 ans, à savoir raconter des histoires. Et comme par hasard, j'ai recommencé à écrire des chroniques, à faire des émissions pour la RTS et à trouver l'énergie, finalement, d'écrire. Donc oui, il y a un petit lien quand même.
Et donc, pendant quand tu étais à ce poste de management à la RTS, tu t'es jamais remise en question par rapport à ça? Si, tout le temps, Tout le temps? tous les Ok. jours, toutes les heures. Ouais. Je crois que ça faisait partie de ma trajectoire. C'est-à-dire quand tu passes plus de 30 ans dans une entreprise, j'ai fait beaucoup de choses dans plein de secteurs différents. J'ai travaillé au divertissement, fait un peu de fiction, j'ai travaillé dans le journalisme d'actualité, j'ai travaillé dans le journalisme de magazine, j'ai fait du grand reportage, j'ai fait du reportage société, bref. Puis à un moment donné, je me suis dit, je suis là et j'ai envie d'encaisser une fonction dirigeante. Et il faut que j'essaye. Et puis voilà, je l'ai fait. Alors je l'ai fait dans une période un peu difficile parce que je suis arrivée, il y a eu un plan d'économie, ensuite il y a eu le Covid, ensuite il y a eu toutes les histoires autour des affaires de harcèlement à la RTS, ensuite il y a eu un deuxième plan d'économie. C'était lourd. En termes de management, c'était du management de crise en permanence. Et donc les années comptent double ou triple. On vieillit plus vite. On perd on perd des années de vie. Et voilà, et c'est dans cette situation-là où effectivement je me remettais déjà en question par rapport à mon travail, parce que quand on est manager, on gère des gens, donc on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien aux gens? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on fasse de meilleures émissions, etc., etc. Et le Covid, par-dessus ça, est arrivé avec des choses plus existentielles chez moi, quoi. De dire, voilà, tu es en train de passer les 55 ans, il reste à peu près ça. Qu'est-ce que vraiment tu veux faire de ta vie dans les années qui restent? Les années professionnelles, il n'en reste plus beaucoup. Puis après, on se projette aussi en se disant, mais après, il y a encore peut-être 30 ans qui vont arriver, donc il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. Et voilà. Et ça a été l'aboutissement de tout ça qui a mené au fait que je suis revenue au journalisme, mon métier de base, et puis à l'écriture de romans. Ok. Et justement, par rapport à l'écriture de romans, donc en ce moment, tu es en pause entre deux séances de dédicace, comme je le disais au début. Et qu'est-ce que ça représente, ces sessions de dédicace, pour toi et pour le livre? Alors, il y a des moments où je me dis, est-ce que les gens ont encore envie des dédicaces? Parce que ça sonne un peu ancien, les Ouais, dédicaces. À l'heure où tout le monde se filme, où on fait des selfies, où on discute sur les réseaux sociaux, on se dit, mais attends, mais est-ce que vraiment quelqu'un va encore prendre la peine de se déplacer, de venir juste pour une signature à la main dans un livre? D'ailleurs, on se disait tout à l'heure avec les Neuchâtelois, c'était rigolo parce qu'ils me voyaient signer, signer, signer. Et puis, je disais, mais en fait, on n'a plus l'habitude d'écrire. C'est un des rares moments dans la vie où on écrit. Non, mais c'est vrai, ouais. parce qu'on fait peu de lettres à la main, on fait peu de... Voilà. Et là, j'écrivais. Et c'était drôle parce que je me suis dit, finalement, dans ma vie récente, c'est peut-être les moments où j'écris le plus, quoi, avec un stylo. Et ça, c'était rigolo. Mais dans la vie d'un livre, c'est important que ce soit dans des salons, parce qu'il y a des salons du littéraire ou des rencontres comme ça, ou dans les librairies, parce que c'est un moment de vrai contact avec les vrais gens et avec le vrai bouquin. Et ça, quand même, euh, je trouve que c'est important de conserver ça, parce qu'on est des êtres humains, puis entre nous, il y a quand même cet objet qui est un objet de vrai papier. Et voilà, on se le passe, on écrit dessus physiquement, on discute un petit moment, on échange quelque chose. Et je dois dire que par rapport au roman précédent, celui-là est plus auto-fictif, c'est-à-dire qu'il est plus personnel, il raconte plus de ma vie à moi. Et indéniablement, c'est très difficile de déterminer pourquoi, mais il touche plus les gens. Et donc, je sens dans ces moments-là que les gens ont envie qu'on échange un peu d'énergie, ils ont envie de dire des choses. Souvent, je vois qu'ils me racontent aussi des choses extrêmement personnelles. Et c'est des échanges qui sont riches et qui sont intéressants. Et je pense que ça fait du bien aux livres, ça fait du bien aux personnes, et ça me fait du bien à moi. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre que le métier d'écrivain ou le travail d'écrivain, de mettre des mots sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre société, ce qui se passe dans la vie des gens. Et quand les gens me disent, mais quand je vous lis,
D'abord, ça me fait du bien, mais en plus, je retrouve des choses que je vis. Mais moi, j'arrive pas à mettre ces mots-là dessus. C'est tout ce qui donne du sens à notre travail. Et il y a un truc qui me fait super plaisir sur ce livre en particulier, c'est que les gens me disent ah ben ce que vous avez dit au début, je ris en vous lisant. Et ça, c'est une grande partie de mon travail, parce que je fais toujours des chroniques depuis des années, qui sont des chroniques plutôt sarcastiques, plutôt ironiques, plutôt marrantes. Mais j'ai pleuré aussi. Et ça, c'est nouveau pour moi, de pouvoir fournir, proposer une écriture qui est différente et qui va aussi dans ce type d'émotion-là. Ça, c'est nouveau, et ça me touche beaucoup que les gens le disent. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Et donc voilà, je pense que oui, ça a une fonction. Et moi, je serais assez favorable à faire les dédicaces, mais aussi à faire ce que les anglo-saxons appellent des masterclass. C'est un mot un peu, voilà, ça fait un peu très sérieux, puis ça fait un peu prof-élève, donc j'aime pas beaucoup. Mais des rencontres, j'en ai d'ailleurs fait une sous l'égide de Livres sur les quais de Morges, qui fait des brunchs littéraires au Lausanne Palace. Il y avait plus de 100 personnes, et c'était vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble, à échanger autour de ce livre. Ah, c'est là où tu avais ce gâteau en forme de livre, j'ai vu ça Exactement, passer. le pâtissier est arrivé à la fin avec le livre, mais en fait c'était un gâteau au chocolat. Et j'ai dit, mais attendez, mais c'est incroyable, non mais un truc de fou, quoi. T'as mangé ton livre. J'ai mangé mon livre, ce qui est déjà psychanalytiquement questionnant, mais surtout j'ai fait une photo où il y avait les deux côte à côte, et franchement c'était incroyable. Et c'était un jeune pâtissier d'une vingtaine d'années qui a pris l'initiative comme ça de faire un espèce c'est peut-être pas un feuilleté, un gâteau au chocolat, mais c'est impossible de voir que c'est un gâteau quand on le regarde comme ça, quoi. C'était impressionnant. Et donc tu parlais de masterclass et tu parlais de donc ce salon. Donc en fait, toi, t'es pour ce genre d'événement, c'est ça? Ouais, je Ok. trouve que c'est bien parce que une dédicace, bon, c'est une rencontre avec les gens. Ils viennent, on papote 2-3 minutes, on demande pour qui est la dédicace, etc. On la fait, puis après ils repartent avec leur livre. Quand on est là pour une conférence ou pour un dialogue avec un journaliste ou pour, je sais pas, pour un échange, c'est différent. Parce que les gens, ils repartent avec un vécu. Mhm. Le livre, après, quand ils viennent, ils l'ont lu ou pas. Ça, peu importe. Mais ils peuvent poser des questions. Ils peuvent un peu plus rentrer aussi dans le monde de l'auteur, qui leur donne quelques clés, qui leur explique comment il travaille. Là, sur celui-là, c'était intéressant parce qu'il y a des personnages qui sont réels, il y a des personnages qui sont inspirés de la réalité, puis eux, ils voulaient justement savoir comment ça se passait, comment on faisait pour créer des personnages fictifs, semi-fictifs, ou qu'on se base sur des personnages non fictifs. Et comment on fait pour mélanger tout ça? Et c'était des questions très intéressantes. Et ça, c'est des questions qu'on ne peut pas poser quand on est dans le cadre d'une dédicace. Dans le cadre d'une dédicace, c'est j'ai bien aimé, ça m'a provoqué tel et tel type d'émission, merci, etc. Mais on ne pose pas des questions qui sont plus profondes sur l'écriture, sur le processus de travail, sur... Quand vous écrivez une autofiction, par exemple, ça veut dire qu'il y a des personnages fictifs, mais ça veut aussi dire qu'il y a des personnages qui sont très inspirés de la réalité. Qu'est-ce que vous faites avec ces personnages? Ils savent qu'ils sont dans le livre ou pas? Ils savent qu'ils sont reconnaissables ou pas? Ils sont d'accord avec ce que vous écrivez ou pas? Ça, c'est des questions extrêmement importantes sur un livre comme ça, qui raconte des choses qui sont quand même très intimes. Et donc, c'était intéressant dans l'échange que j'ai pu avoir avec les gens, parce qu'ils disaient, mais le monsieur dont vous parlez dans le livre, que vous rencontrez, un inconnu sur les marches du Sacré-Cœur, il pense quoi de ça? Et c'était marrant, cette question, quoi. Ouais. Et donc, je trouvais assez intéressant d'être confronté à ce type de questions-là. Et donc justement, explique-moi comment tu crées ce genre de personnage entre la fiction, entre la réalité. Bah, si tu veux, la trame principale, elle est très inspirée de ce que j'ai vécu moi. Mhm. Mais maintenant, dans un livre comme ça, qui tient sur 200 pages, il faut qu'il y ait un espace spatio-temporel, une narration qui tienne, avec des chapitres qui avancent, avec un début, un milieu, une fin, avec une histoire qui se clôt aussi.
Et donc, j'ai rassemblé un peu sur une année des événements qui étaient un peu plus dispersés. Déjà, ça, c'est une première chose où tu distors un petit peu la réalité pour le faire entrer dans un cadre narratif. Après, il y a des personnages qui sont extrêmement réels, comme le personnage principal qui me ressemble beaucoup, le personnage du monsieur avec qui il y a cette histoire d'amour, Ah, mais moi, quand je lis, c'est toi hein, que je vois. et qui ressemble beaucoup au vrai monsieur dans la vraie vie. Puis après, par exemple, il y a le personnage de la meilleure copine. Et ça, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais Sixtine, parce qu'elle s'appelle Sixtine, est-ce qu'elle existe ou pas ?» Puis je dis « Non, c'est pas un personnage réel, mais c'est une mosaïque de mes copines. » Et j'ai pris chez chacune ce que j'avais besoin pour créer le personnage de Sixtine. Donc c'est un personnage qui est à la fois réel et pas réel. Parce que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait est inspiré de choses qui se sont passées, mais il n'y a pas une personne qui peut dire « Ah, mais Sixtine, c'est moi ». Et puis, le troisième cas de figure, c'est la catégorie, par exemple, du psy, parce qu'il y a un psy qui prescrit des œuvres d'art dans ce livre. Et ce psy-là, il n'existe pas. Moi, j'ai jamais fait de psychothérapie. Je me suis auto-prescrit les œuvres d'art comme il fait, mais ce n'était pas avec un thérapeute. Et puis, j'ai inventé le psy que j'aurais aimé avoir. Voilà, il n'existait pas, donc voilà, j'ai inventé. Et ce qui est très rigolo, c'est que pendant les dédicaces, il y a des gens qui viennent vers moi, puis ils se penchent pour pas que les autres entendent. Et puis, et puis ils disent, le psy, là, il a l'air pas mal quand même. Il existe vraiment. Vous pouvez me filer son numéro de téléphone et je trouve ça hilarant. Et il y en a même un qui m'a dit, ouais, j'ai quand même, parce qu'il s'appelle David Maunoir dans le livre, et il m'a dit, j'ai quand même essayé de le googler pour voir s'il existait. Et, et du coup, je suis obligée de leur dire, écoutez, je suis désolée, mais c'est le seul personnage qui est vraiment totalement inventé. Donc non, il n'existe pas. Et ce côté créatif, tout ce processus pour écrire un livre, comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on se motive pour continuer? Comment est-ce qu'on combat la procrastination? Ça, c'est toutes des thématiques qui m'intéressent. Comment est-ce que tu fais ça? Bah, c'est très compliqué. Faut pas se cacher, faut pas se cacher les choses. Les écrivains ont différentes manières de travailler. Il y a ceux qui vont à l'énergie, à la fraîche, dans l'ordre, et qui écrivent comme ça, en se disant, voilà, je suis à la page 1, j'écris la page 1, ensuite je ferai la page 2, ensuite je ferai la page 3. Puis il y a ceux qui ont un plan très précis et qui savent exactement déjà tout ce qui va arriver, qui ont déjà une espèce de planning de leur chapitre, avec un squelette qui est déjà très précis. J'imagine que les auteurs, par exemple, de romans policiers doivent travailler un peu comme ça, parce qu'ils doivent un peu faire leur intrigue à l'avance. Donc ça, c'est très personnel. Moi, j'ai une idée plus ou moins vague de comment je veux tenir mon truc. C'est souvent très chapitré chez moi, parce que là, il y a à chaque fois le chapitre avec un nom de lieu, plus une consultation derrière, plus de nouveau un chapitre avec un nom de lieu, etc. Mais après, à l'intérieur de ça, je suis très libre et je trouve beaucoup de choses en écrivant. Maintenant, pour ce qui est de la discipline, alors ça, c'est très mystérieux parce que moi, je travaille à 100%. Donc, c'est en dehors de mes heures de travail. Donc, il n'y a pas de mystère, hein, c'est la nuit. Ça tombe bien, tu dors pas beaucoup. C'est ça, je dors mal. Et ça m'aide pas à dormir, il faut bien le dire. Voilà, donc c'est la nuit ou les week-ends, ou dans le train, ou que sais-je. Et puis, c'est une écriture qui est une écriture, comme dirait mon éditrice, d'inspiration. Donc, quand ça va pas, quand ça veut pas, c'est compliqué, quoi. Et donc, moi, je réfléchis beaucoup en amont. Et comme je cours, comme tu le disais tout à l'heure, la course, par exemple, c'est des moments où le cerveau se libère, parce que c'est le corps qui bosse, et il y a des idées qui arrivent, tac, tac, tac. Et donc, j'écris pas dans ma tête encore formuler les phrases, mais par contre, je me dis, ah ben tiens, là, tac, ça c'est bien, ça c'est pas mal. Ce tableau-là, il pourrait figurer, ou ça, je vais le goupiller comme ça. Et ensuite, quand je me mets devant l'ordi, j'ai déjà quelque chose dans la tête, et ça sort. Donc c'est plutôt comme ça que je travaille. C'est assez anarchique. Moi, je suis pas de ces personnes,
Et je sais qu'il y en a, et j'ai une admiration qui est très grande pour ces gens, qui disent, je me mets devant l'ordi à 5h30 du matin, je prends un thé, et jusqu'à 12h45, je ne bouge pas et j'écris. Je suis plus dispersée que ça. Mais par contre, et ça c'est très professionnel chez tous les journalistes, j'ai un grand sens du délai. Parce que je sais que voilà, quand tu fais une émission de télévision, les gens ils sont devant le poste et il faut bien qu'il y ait quelque chose dans le poste. Donc tu sais que le téléjournal il part tous les soirs à 19h30 et que donc ton reportage tu dois le finir avant. Donc voilà. Donc je me fixe de temps en temps des délais. Et pour celui-là notamment, il y avait 7 chapitres. Et voilà, entre janvier, où j'ai repris vraiment toute la matière que j'avais pour l'organiser et commencer, je me disais, tac, à tel mois, je dois avoir fini tel chapitre, etc. Okay. etc. Quand même, je fais un rétro-planning et puis j'essaye de m'y tenir, quoi. Ok, mais c'est pas que tu te dis... bon, voilà, comme tu disais, tu bosses à 100%, donc c'est un peu compliqué de te dire que ce que tu disais, 5h30, midi, sauf si... Ou ça peut être 3h du matin, 5h. Ouais. Le problème, c'est que si tu mets ton réveil à 3h du matin, déjà, c'est pas très agréable. Mais admettons, si tu mets ton réveil à 3h du matin, encore faut-il qu'à 3h15, tu aies de l'inspiration, tu vois. Et que tu te dises, voilà, parce que comme tu le disais au début, c'est aussi une écriture qui est ironique, qui est faite de pas mal de formules, qui doit faire sourire, etc. Donc voilà, il faut être un minimum en disponibilité pour faire ça. Si tu es dans le dur, si tu te dis il faut absolument que j'écrive là maintenant, il faut que je sorte 2 pages à tout prix, alors que j'ai 1 milliard de trucs dans la tête, ça va pas tellement marcher, quoi. J'avais entendu par rapport à la créativité que c'était même un espèce de, je sais pas qu'on pourrait l'appeler, une espèce de vague qui passe comme ça et que tu l'attrapes ou tu l'attrapes pas. Ouais. Et donc tu vois, ça me fait penser à ça où si tu es là à t'obliger, s'il n'y a pas cette vague qui passe, C'est compliqué, ouais. au final, voilà, ça va pas venir. Après, je pense que quand tu écris de la musique ou une chanson, c'est encore plus ça. C'est à un moment donné, tu essaies de trouver ce qu'on appelle le flow, hein. C'est en sport, dans n'importe quelle activité, tout à coup on est sur un flow, puis on se dit, ouh là, ça va bien, donc je peux me lâcher, je peux trouver. Je pense que dans l'écriture, il y a quand même une chose. C'est très solitaire, c'est encore une fois, c'est très discipliné. Il y a quand même une chose, c'est que une fois que tu es devant la page et que tu te dis, ok, je suis là, je vais y aller, il y a un petit peu d'appétit qui vient en mangeant, quoi. C'est-à-dire, je me dis, je me lance, j'y vais, j'écris les 3 premières phrases et après ça se lâche et ça peut venir. Donc, la discipline de se mettre devant l'ordi, il faut quand même qu'elle existe, quoi. Il faut quand même que... Sinon tu n'arrives jamais au bout d'un roman. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail de dire la page blanche, à un moment donné, il faut l'affronter. Il faut dire ok, et même si ce que je fais c'est vraiment de la merde, ce qui est fréquent, hein, au moins tu dis très bien, j'ai jeté ça sur le papier, c'est pas terrible, mais c'est une base pour retravailler, repenser et justement que ça amène de nouvelles idées, quoi. Est-ce que tu vas parfois courir pour avoir des nouvelles idées ? Je vais courir pour de l'hygiène personnelle. Après, ça peut être pris dans tous les sens où on veut. Ça peut être pour se défatiguer, ça peut être pour se fatiguer, ça peut être pour se vider la tête, ça peut être pour faire travailler ses muscles, ça peut être pour plein de choses. Mais des fois, oui. Ça t'arrive ? Des fois, oui. Des fois, quand j'ai trop de choses, quand je suis par exemple en train de bosser sur une émission, maintenant je travaille sur une émission qui s'appelle Le Miracle Suisse, qui est à base d'archives, quand j'ai visionné 200 archives et que j'ai la tête farcie comme ça, puis que j'ai une chronique dans la tête, puis que j'ai encore des trucs privés dans la tête et tout, des fois je dis, et puis je me recule comme ça, et je dis maintenant ça suffit, et hop, je vais courir. Et ça recharge, différemment. Tu reviens, t'es fatigué. C'est normal, c'est le but. Mais malgré tout, c'est d'autres neurones qui auront travaillé. Et il y a de la place qui se sera faite. Il y a des choses qui seront revenues là où elles doivent être et moins envahissantes. Et puis inversement, il y aura de la place qui se sera libérée pour des nouvelles idées. Et ça marche quand même très souvent. Très souvent. Ouais, c'est intéressant ce processus créatif pendant la course.
Moi, j'ai découvert la course en... Enfin, découvert. J'ai toujours fait du sport, mais vraiment courir pour un objectif. En l'occurrence, c'était un marathon. J'ai fait un marathon en 2019. Donc, en 2018, j'ai découvert la course, Bravo. on va dire. Ouais. Merci. Euh, et je ressentais ça. Ouais. Je ressentais ça. Et notamment, l'année passée, j'ai fait une grande, pour moi, une grande année de course. J'ai beaucoup couru pendant une année. Et là, je ressentais quand je courais, tout d'un coup, je réfléchissais beaucoup, mais c'était pas le truc. Merde, j'ai oublié d'envoyer ce mail. J'ai oublié si. Ah Non, oui, il c'est faut. d'autres choses. Exactement. C'est Ouais. plus méditatif, c'est plus Complètement. Ouais. philosophique. Ouais, C'est très clair. intéressant. Et je l'ai pas forcément. Là, j'ai repris le fit. Et j'ai pas ça. Non, je pense que c'est pas le même effet. Ouais. Parce que dans la course, il y a les pieds qui tapent comme ça par terre. Il y a pas. Alors, il y a des gens qui courent en musique. Moi, je cours en musique parfois, mais parfois pas, exprès. C'est à l'extérieur. Donc, il y a une communion avec la route, avec la nature, avec le monde, quoi. Et puis, c'est à un moment donné, on n'est plus, si on arrive à trouver ce que je disais tout à l'heure, le flow, on fait plus attention Ouais, c'est à ce vrai. qu'on fait Ouais. aux jambes, Ouais. aux bras. Ils Ouais. vont tout seuls, et puis le cerveau peut partir. Et ça, c'est très intéressant. Mhm. Et moi, je fais partie des gens. Alors moi, je viens des pays de l'Est où le sport, c'était quand même une religion à l'époque où moi j'étais petite. Hein. Donc les enfants faisaient beaucoup de sport. Et je prétends, et c'est soutenu par plein de travaux, que vraiment le cerveau peut travailler bien quand le corps est bien, quoi. Chez la majeure partie des gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des difficultés physiques et qui ont un cerveau qui fonctionne hyper bien, mais ça, c'est des cas particuliers. Mais je pense que l'un soigne l'autre. Et je pense que c'est vraiment très important d'être connecté avec son corps, quoi. Notre corps, c'est pas juste un poids, c'est vraiment quelque chose qu'on doit soigner, qui fait partie de nous et qui vient aussi oxygéner nos neurones et tout ça. Et donc, on a besoin de le faire travailler pour faire travailler correctement notre cerveau. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'études qui Je pense démontrent que c'est ça. assez démontré. Il faut Ouais. que ce soit aligné, il faut que ce soit centré. Mhm. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Non. Et les extrêmes sont pas bons, pas bons non plus. Non. Je t'ai entendu dire que tu étais une personne clivante. J'ai dit ça. Non, j'ai dit ça vraiment. Aujourd'hui, Oui. tu as ce nouveau livre. Oui. Donc, tu as quand même une image publique. Tu as Oui. la télé ou a été à la télé pendant des années. Moi, je te suis sur PME Magazine. C'est un magazine que j'aime bien. Donc, j'imagine que tu reçois aussi pas mal de critiques. Comment est-ce que tu gères ces critiques ? Alors, je parle plus des critiques, on va dire, négatives et non constructives. Bien sûr, bien sûr. Ça, je comprends très bien. Alors, c'est tout un apprentissage quand on fait notre métier. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes journalistes qui commencent. Je dis, quand on a la prétention de faire un métier où on tourne son travail vers le public et qu'on le propose, que ce soit un métier artistique ou du journalisme ou autre chose, il faut accepter que le public ait un regard sur nous. Voilà, si on ne supporte pas ça, il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile toujours, mais il faut vraiment apprendre à ne pas être aimé. Et ce n'est pas facile de faire ce pas-là, parce que les gens, souvent, qui font des métiers tournés vers le public, c'est des gens qui ont besoin de récolter de l'amour, de l'adhésion, etc. C'est peut-être lié à des fissures personnelles ou à des choses comme ça, mais il faut accepter, voire même des fois revendiquer de ne pas plaire à tout le monde, parce qu'on ne peut pas. Moi, je dis à mes jeunes collègues, je leur dis, mais pars du principe que 50% des gens n'aimeront pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que toi, il y a 50% des choses que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas tout le monde. Tu n'aimes pas tout. C'est normal. Ça ne peut pas être comme ça. Donc, quand tu fournis une prestation, qu'elle soit artistique, journalistique, littéraire, peu importe, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Et Dieu soit loué, on est dans des pays où ils ont le droit de le dire. Heureusement. Donc, si tu veux, c'est tout un apprentissage, ça,
de dire, je fais mon travail, et ce que les gens, des fois, n'apprécient pas, c'est mon travail. Ça ne veut pas dire que c'est moi. Et c'est très fin comme ligne, c'est très compliqué, parce qu'on met beaucoup de nous dans notre travail. Donc quand la personne dit, ouais, c'est vraiment nul ce que tu fais et tout, puis de toute façon, t'es moche, et puis t'es conne, et puis t'es vieille, et puis t'es blonde, parce que je pense qu'en en 35 ans, j'ai à peu près tout étrangère, enfin, j'ai à peu près tout entendu. Euh, il faut être capable d'encaisser ça. Parce que si on n'est pas capable d'encaisser ça, c'est que c'est de la souffrance permanente et c'est un problème. Maintenant, oui, il y a des critiques qui sont parfois dures. Il faut les accepter, il faut les digérer et puis il faut dire je continue à faire mon boulot. Après, il faut que ça reste dans un cadre civilisé. Je veux dire, je prends un exemple. Moi, je suis active sur LinkedIn. C'est pas par hasard que je suis sur ce réseau-là. C'est pas par amour immodéré de ce réseau-là. C'est parce que sur ce réseau, qui est un réseau à la base professionnel, les gens, souvent, c'est leur vrai nom, c'est leur photo, et puis c'est leur raison sociale, ou leur entreprise, ou leur employeur qui est marqué. Donc, ça paraît difficile de tenir des discours super vulgaires ou haineux sur ce type de réseau. Et les discussions sont parfois vives, mais elles sont toujours respectueuses. Donc ça me va. Après, quand ça sort du cadre, et si tu as vraiment quelqu'un qui, je sais pas, qui te fait des insultes sexistes ou racistes ou haineuses ou peu importe, à ce moment-là, ça va pas. Puis tu peux menacer de plainte, répondre, etc. Et puis là où je réponds aussi, c'est quand il y a quelque chose de faux. Tu vois, quand on dit, vous qui, à la RTS, vous gagnez tous 15 000 francs par mois, je dis non, nos salaires, ils sont publics, vous pouvez les consulter et c'est très loin de cette somme-là. Je te donne un exemple. Tu vois. Donc voilà, les limites, pour moi, elles sont très claires. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir commencé la télé la même année que la chute du mur de Berlin, pour situer, en 89. Donc ça fait très longtemps. Et à un moment donné, on stanne le cuir. Et puis à un moment donné, on a une peau de crocodile, voire même de rhinocéros, quoi. Parce qu'on sait que ça va passer et qu'on va pouvoir continuer à travailler. Et l'âge, le fait de vieillir, il faut bien qu'il y ait des privilèges quand même. Il y a beaucoup d'emmerdements. Mais il faut bien qu'il y ait des privilèges. C'est aussi de dire, hein, on peut s'en foutre aussi. Et puis, je pense que j'aurais pas pu écrire ça quand j'étais plus jeune. Parce que j'aurais mis trop de moi là-dedans, puis j'aurais dit, ouais, les gens vont me juger, parce que je raconte des trucs quand même très personnels, très intimes et tout. Maintenant, je dis, ok, les gars, j'ai 57 ans, si vous avez envie de me juger, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'est totalement égal. Moi, je fais ma vie, je fais au mieux, et puis je propose les chroniques, les livres et tout ça. Voilà, si ça plaît pas, eh ben ça plaît pas. Et puis si les gens sont mal avec eux-mêmes, eh ben ils sont mal avec eux-mêmes. Et moi, ça va pas ruiner ma vie, quoi. Donc, je trouve que c'est une attitude qui est très reposante par rapport à quand on est plus jeune et qu'on est un peu terrorisé de toutes les réactions. Parce qu'aussi, après un certain nombre d'années, bah, on sait que ça passe, quoi. On sait que c'est pas grave de se faire traiter de conne. C'est pas grave. Et alors, voilà. Mais c'est un apprentissage. C'est vrai que dans ces métiers, c'est un apprentissage. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore plus violent qu'à l'époque. Parce que nous, quand moi j'ai commencé, il fallait quand même que la personne, elle tape sa lettre, qu'elle la mette dans une enveloppe, qu'elle mette un timbre, qu'elle aille la poster. C'est quand même une démarche, quoi. Il fallait quand même avoir envie de le faire. C'est clair. Ou alors d'appeler le répondeur de la RTS pour dire « Ouais, Madame Chiba, ça va pas du tout » et tout ça. Aujourd'hui, c'est instantané. Vous pouvez le faire facile. De manière pulsionnelle. Vous pouvez le faire de manière anonyme. Donc, ça peut être extrêmement violent. Et on doit armer nos jeunes collègues par rapport à ça. Et donc, comment vous faites ça ? On leur explique un peu ce que je viens de vous dire, quoi. Moi, quand il y a un nouveau présentateur et qu'on fait des formations, parce qu'un nouveau présentateur, voilà, il va apprendre à se mouvoir, à parler. Mais on le prépare aussi à ça. Moi, je leur dis, à partir de maintenant, tu vas être visible,
Donc, tu dois savoir que y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ton interview, qui estimeront que tu n'as pas posé les bonnes questions au conseiller fédéral, qui vont le dire sur les réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez si tu veux la règle, c'est que moi, je réponds toujours de manière extrêmement aimable, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on monte en agressivité. Donc, je remercie toujours pour les critiques, même quand elles sont très négatives ou qu'elles sont très violentes. Après, j'argumente un petit peu, mais j'essaye de jamais aller dans une escalade, quoi. Ouais. Donc, tout ça, c'est un apprentissage. On dit aux gens, voilà, il va y avoir, tu le sais, tu devras faire face. Et je trouve que c'est un beau travail à faire avec les gens. Et puis quand ça se passe, quand les gens sont un peu déstabilisés parce qu'il y a des critiques fortes, eh bien, on débriefe, on parle, on les soutient aussi. Parce que c'est très, très, très important que la hiérarchie soit là et fasse ce que moi j'appelle le parapluie. Ça veut dire, moi j'ai été productrice, j'ai été dans le management où il y avait beaucoup de gens sous mon parapluie. Et je sais que vis-à-vis de l'extérieur, on doit protéger nos équipes. Et il faut que les gens sachent qu'ils seront protégés par nous. Et ça, c'est très important. Et ça aide beaucoup à encaisser ce genre de choses. Par exemple, je te donne un exemple relativement récent. Il y a eu des interviews au 19h30, notamment le week-end, où c'était une jeune présentatrice qui a fait une interview qui a été extrêmement critiquée. Et puis sur les réseaux, ça s'est lâché. Puis ça peut vite tourner dans ce qu'on appelle élégamment un shitstorm, c'est-à-dire où on se prend des tombereaux de bouse sur la tête. Et là, à un moment donné, ça lâchait. Et le rédacteur en chef du journal est venu et a fait une déclaration sur le réseau en disant, voilà, maintenant, cette interview, nous, on en pense ça. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais on ne traite pas une personne comme ça. Et nous ne l'accepterons pas. Et ça s'est arrêté. Et donc, je trouve que c'est bien de sentir qu'autour de soi, il y a aussi des gens qui soutiennent, qui sont là, qui sont solides, et qu'on ne va pas s'écrouler parce que tout à coup, on a des gens qui nous critiquent. Et accessoirement, c'est important de le dire, quand on fait des erreurs, ce qui peut arriver, on peut aussi dire, voilà, là, c'était pas terrible, j'ai fait faux, je m'excuse. Reconnaître. C'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit apprendre à faire. Après, sur un livre, vous êtes sur autre chose, parce que vous êtes sur quelque chose de plus artistique. Puis là, tu es seul. Donc, parce que tu vois, là, tu oui, parles de la RTS, là, il y je a suis cette seule. protection. Là, c'est clair. Mais tu vois, en Oui. l'occurrence, toi, tu as cette Oui. carapace aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, typiquement, avec tous ces influenceurs, ces jeunes influenceurs, même ces jeunes stars qui n'ont pas forcément cette protection, moi j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'au-delà de cette protection que vous offrez aux jeunes présentateurs, présentatrices, moi je pense que c'est une question de confiance en soi qu'on doit avoir avant tout. Oui, et puis je pense qu'il faut faire très attention pour tous ceux qui font des vidéos sur le web, par exemple, qui sont des créateurs de contenu, qui est un nouveau métier, qui n'existait pas avant. Il faut faire très attention que ces gens ne soient pas isolés, quoi. Parce qu'on en voit des catastrophes quand même, des gens qui subissent du harcèlement et qui le vivent mal. Donc, moi, je pense que là, il faut avoir une équipe aussi autour de soi, ou à tout le moins des gens un peu solides, quoi, qui peuvent aider en cas de problème, parce que c'est pas simple. C'est pas simple parce que sur les réseaux, si tu donnes de toi, il faut savoir ce que tu donnes. Et les gens qui vont dire « Ah, c'est cool, t'es super jolie » et je sais pas quoi, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais t'es super moche ». C'est clair. Ça, c'est clair. Et ça, je suis pas sûre que toutes les personnes qui font influenceurs, influenceuses, je sais pas comment il faut les appeler, je suis pas sûre que tous ces gens soient vraiment armés face à ça et au courant de ce qui les attend. Je pense pas. Et ça, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'ils sont seuls. Bon, maintenant, il y a des agents aussi. Et c'est normal. Ça va être comme pour des comédiens ou comme pour d'autres métiers. Ils vont avoir des agents qui vont les cadrer, qui vont
faire du boulot avec eux. Et peut-être c'est pas si mal ça comme solution. Mhm. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi j'en connais pas, mais de ce que j'entends ou ce que je peux voir, c'est compliqué pour je parle des très jeunes. Oui, Aujourd'hui, oui, bien sûr. t'as des, on va dire des enfants, des jeunes qui ont moins de 15 ans et qui ont des immenses audiences Bien sur sûr. Internet. C'est c'est Comment très tu fais? risqué. C'est Bah oui. très risqué. Ouais. Mais bon, pendant enfin, pendant toute la période où la personne a moins de 18 ans, les parents sont responsables Mhm. légalement. Mhm. Donc là, la ligne hiérarchique, si je peux dire, elle est très claire. Et donc après, il y a des très jeunes, effectivement, qui sont très, très, très exposés, quoi. Et là, je pense qu'il devrait avoir des conseillers, des agents, des personnes qui connaissent bien le droit, parce qu'il y a des tas de questions de droit qui se posent aussi sur les réseaux. Et c'est pas simple. Mais même nous, hein, quand on publie un livre, moi j'ai une éditrice qui s'appelle Sophie Rossier, qui fait un travail considérable autour de ce livre. Et elle est là aussi pour moi. Elle est là, elle lit les choses, elle regarde, elle protège s'il faut, elle recadre. Bien sûr, je ne suis pas complètement seule. Mhm. Donc, ces personnes qui créent des contenus sur Internet ne devraient pas être seules. En tout cas pas. Et toi, sur LinkedIn, par contre, t'es seul. Ben, sur LinkedIn, si tu veux, c'est mon compte personnel, Mhm. mais je suis soumise aux mêmes règles que ce que je pourrais diffuser à la RTS. D'accord. Donc, il y a du personnel, tant que ça ne nuit pas à mon entreprise. Donc ça, c'est contractuel. Oui, c'est contractuel. On a un règlement Ouais. assez précis sur Ok. notre attitude sur les réseaux sociaux. Ok. Et les gens, ils me disent, oui, mais vous parlez librement et tout. Je dis oui, mais regardez bien mes posts. Vous verrez que sur aucune votation, vous ne trouverez jamais de consigne de vote ou la moindre allusion à ce que moi-même je vais voter ou à ce que les gens devraient voter. Jamais, 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 je ne me positionne politiquement. Les 4 semaines avant les élections fédérales, je ne m'exprime pas. Enfin, si vous voulez, il y a des règles qu'on doit respecter. J'ai des centaines et des centaines de messages privés et la plupart de ces messages, c'est: est-ce que vous pouvez parler de mon produit? Est-ce que vous pouvez parler de mon entreprise? Est-ce que vous pouvez parler de mon association? Est-ce que vous pouvez repartager ça? Je réponds systématiquement non. Parce que je dis, voilà, je travaille pour le service public, donc je ne peux pas être associée ni à un produit, ni à une entreprise, ni même à une association, même si la cause est extraordinairement bonne, etc., etc. Donc là, t'es vue comme une influenceuse, en fait. Oui, que je ne suis pas, parce que vraiment, je ne promeus rien Mhm. sur à part mon livre, sur ce réseau. Je fais des éditos journalistiques. Alors après, on aime, on n'aime pas. Parfois, ils posent question. Parfois, ils sont vifs. Mais c'est rien de différent par rapport à ce que je pourrais faire comme édito dans un autre média. La différence, c'est que parfois, je peux mettre une photo privée et que je mets une photo de mon chat, que je mets une photo de mon intérieur, que je mets une photo de moi. Voilà. Tant que ça ne dérange pas ma fonction, je le fais. Et là aussi, je veux dire, c'est une ligne personnelle à se fixer de jusqu'où je montre une partie de l'intimité, etc., etc. Mhm. Mhm. Parce que je montre un certain nombre de choses, mais j'en dis quand même moins que ce que je peux raconter dans le livre. Mhm. Et puis, je ne montre que ce que je veux bien montrer. Et je ne parle de mon expérience personnelle ou de ma vie que quand c'est la petite histoire qui peut raconter la grande. C'est-à-dire quand ça a une valeur plus universelle. Où je dis, voilà, les amis, il m'est arrivé ça, et ça me fait penser que quand même, on vit dans une société bizarre parce que pam. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Parce que si c'est juste de mettre une photo de mon chat, que j'ai mis d'ailleurs, qui est très beau, euh, juste pour mettre une photo de mon chat, ça n'a pas de sens. Ouais. De mettre une photo du chat en disant, voilà, j'ai fait un papier dans Génération pour expliquer à quoi il faut faire gaffe quand on voyage avec son animal. Voilà, ça a du sens de mettre une photo de mon chat avec son passeport, parce Ouais. que mon chat a un passeport à croix blanche.
Ce qui me faisait dire que c'est quand même plus facile d'obtenir un passeport à croix blanche pour un chat que pour un être humain. Complètement. Mais J'avais dû faire un passeport pour un oiseau il y ouais. a Ah longtemps. ouais, ah, ça c'est encore plus drôle. Ouais. Et combien de temps ça te prend LinkedIn? Ah, ça c'est une très 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 bonne question. Parce que tu surveilles ça. Alors c'est anarchique. Non, alors je surveille pas tellement. C'est assez anarchique aussi parce que plus on vieillit, moins on dort, tu verras. Et plus on dort mal. Donc souvent, genre entre 5 heures et 6 heures ou 7 heures du matin, c'est là que je regarde un peu la presse. Je passe vite un peu la presse quotidienne et tout ça. Et où C'est je me, pour et où je me rester dis, informé? ouais, ça c'est pour m'informer Ouais, moi. ok. Puis tout à coup, je vois un truc, puis je fais, ah, ça, ça peut faire un post. Ah, là, il y a un truc à dire et tout ça. Et donc, souvent, j'y passe un petit moment le matin. Et puis après, c'est vraiment plutôt dans le bus, dans le train, dans des petits moments comme ça dans la journée. J'essaye de ne pas me faire dévorer par ce genre de trucs. C'est pour ça que je ne vais pas sur Insta, par exemple, parce que je me dis, sur Insta, je pourrais. C'est plus imagé, Insta, donc il faudrait avoir un autre type de projet, mais je pense que ça serait dévorant et j'aurais pas le temps de le faire comme il faut et de faire un peu des choses de qualité. Donc pour le moment, je le fais pas. Quand j'aurai plus de temps, je le ferai. Euh, et des fois, je dois me forcer aussi à dire, OK, maintenant le téléphone, chut, 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 loin. Je dois le mettre loin, puis t'arrêtes de regarder, de scroller sur LinkedIn. Parce que, comme tu le disais, je travaille pour PME Magazine aussi, et le monde du travail, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Et donc, j'adore écrire sur le monde du travail. Évidemment, sur LinkedIn, il y a plein de posts, et je me dis, ah, là, il y a une idée, ah, là, il y a un truc, ah, là, il y a un truc. Mais alors après, on passe une heure à scroller, puis Ouais, c'est c'est pas, clair. c'est dévorant, quoi. Donc, je fais gaffe. Mais c'est vrai que comme je publie quand même entre 2 et 4 fois par semaine, bah, ça prend un peu de temps. Ouais. Donc typiquement, quand tu as ces moments où tu veux écrire pour que ce soit pour des chroniques ou bien là pour Ouais. ton livre, ton attel, ton téléphone, tu le Ah, mets en ouais. mode avion, tu le mets loin ou tu le gardes quand même vers toi? Je le mets loin comme ça, puis je le mets sur vibreur, mais quand j'entends que ça fait vout, vout, vout. Mais non, oui, quand j'écris en particulier de la fiction ou des chroniques, je prends mon ordi, je prends un thé ou une tisane ou un machin et voilà, je bosse. Mhm. J'ai besoin de ces moments-là. Et j'écoute très peu de musique. Je travaille vraiment beaucoup dans le silence. De temps en temps, j'ai besoin de ce côté un peu monacal comme ça pour bosser, quoi. Ok. Et par rapport au journalisme aujourd'hui, il y a eu toute cette période Covid, tu sais, on entend parler des fake news depuis un petit moment. Oui, oui. Comment tu vois le journalisme aujourd'hui? Je le vois dans une phase de transformation extrêmement importante. Qui me- Moi, je suis dans cette phase où il se transforme, mais effectivement, le journalisme de demain, je ne le vivrai pas. Donc, je pense qu'il va être très, très, très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde fait de la vidéo et tout le monde en fera, ça je suis convaincue, même la presse écrite, puisque maintenant la presse écrite a des sites internet et la presse écrite est présente sur les réseaux, donc ils proposent de la vidéo. Donc ça c'est déjà un changement majeur. Avant il y avait de la presse écrite, il y avait de la radio, il y avait de la TV. Maintenant, tous mes jeunes collègues doivent savoir tourner, monter, enregistrer, faire du son. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à mon époque. On travaille beaucoup plus vite, mais beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, à peine il s'est passé un truc, il faut que ce soit quelque part. Il y a une instantanéité qui est demandée, qui est extrêmement importante. Même s'il faut conserver des émissions, par exemple d'enquête, où on travaille pendant des semaines ou des mois sur un sujet. Mais on demande quand même aux gens d'être extrêmement rapides, extrêmement réactifs, d'être très polymédia, c'est-à-dire de savoir faire de la télé, de la radio, du community management, etc., etc. Je pense que le web est en train de prendre le pas sur tous les autres médias, ça c'est une évidence absolue. Donc on doit transitionner, nous, et fournir nos contenus sur le web. Et bientôt la question ne se posera plus. Tout le monde
enfin, tous les journalistes seront des journalistes web d'abord, et puis après, on pourra poser éventuellement des choses sur d'autres supports. Ça, c'est un cadre. Et puis maintenant, il y a deux choses autres. La première, c'est que tout le monde est journaliste aujourd'hui, puisque tout le monde peut poster ce qu'il veut et les informations qu'il veut, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, le checking, la vérification des informations, des sources, etc., va prendre une importance absolument considérable. D'où je trouve l'importance du service public qui est indépendant, qui n'est pas dépendant d'un média ou d'un sponsor ou d'un annonceur, etc. Ça, c'est vraiment, je pense, un travail qui va monter en puissance parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un pour vérifier des choses. Les gens auront peut-être encore envie d'avoir quelqu'un qui leur dit, voilà, là, nous, on a quand même vérifié 3 fois nos sources, on a checké scientifiquement, voilà ce qui se dit, etc., etc. Parce qu'ils sont noyés sous des milliers, des millions d'infos qui ne sont pas sourcées forcément. Donc ça va être un travail extrêmement important. Et l'autre travail extrêmement important et qui n'est pas facile, c'est de faire la différence entre le journalisme et la com. Et on constate quand même une certaine porosité qu'à notre époque, il n'y avait pas. Et on parlait d'influenceurs tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui est de l'information? Qu'est-ce qui est de la com? Comment je fais la distinction entre tout ça? Maintenant, on voit que même dans les journaux, il y a les articles des journalistes, puis il y a ce qu'on appelle du publi-reportage, puis c'est marqué publi-reportage, puis il y a ce qu'on appelle des informations sponsorisées, puis voilà, on voit qu'il faut aller chercher de l'argent pour ce métier et qu'il va bien falloir distinguer ce qui est du journalisme et ce qui est de la com. C'est très important. Et c'est très important que les gens sachent qui paye tel média. Voilà, quand vous avez un média online, par exemple, dont un des gros sponsors est Coca-Cola, vous n'aurez jamais de papier sur la dangerosité des sodas. D'accord? Quand vous avez une rubrique culturelle dans un média online qui est sponsorisé par Netflix, vous aurez beaucoup de critiques positives sur les séries de Netflix. Le problème, c'est que si vous ne le savez pas, vous allez prendre ça comme du journalisme indépendant, ce que ça n'est pas. Et ça, c'est un gros travail qu'on doit faire aussi avec nos jeunes collègues pour leur dire, mais là, non. Et on constate aussi chez certains très jeunes collègues, parce qu'ils sont très impliqués dans le combat pour le climat, par exemple, sur les questions de genre, de racisme, etc., ce que je peux comprendre. Mais on ne doit pas non plus faire de militantisme sur ces questions-là, parce que nous sommes journalistes. Et donc, nous devons écouter tous les sons de cloche, nous devons faire la part des choses, et nous ne devons pas expliquer aux gens comment ils doivent penser. C'est à eux de savoir ça. Et ça, c'est tout un apprentissage qu'il va falloir garder, quoi. Et encore une fois, c'est ce que je disais, le service public, il est important parce que dans le cadre d'une votation, on est obligé, parce qu'on a une concession avec le Conseil fédéral, on est absolument obligé de donner la parole à tout le monde, on chronomètre les temps de parole, les gens doivent pouvoir se forger une opinion. Et on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent voter. Et c'est compliqué parce que, je rebondis en fait sur le fait que si tu as un Coca-Cola, un Netflix, peu importe, qui va financer X revues, articles, journal, etc., pour les gens, c'est compliqué de savoir réellement Bien qui sûr. il y a derrière. Tu vois, ou un milliardaire, ou un oligarque. Complètement, ou un vegan, ou un vendeur une d'armes. personne. Complètement. Ouais. C'est ça vrai doit être assumé. Ouais. Ça doit être assumé, ça doit être dit. Exactement. Ouais. Et ça, devrait, c'est un combat. Ça devrait. C'est comme dans l'alimentation. C'est compliqué de savoir réellement. Enfin,
c'est pas si compliqué, mais il faut quand même par exemple, moi, je fais attention, donc maintenant, aujourd'hui, je sais parce que j'ai regardé derrière toutes les étiquettes des produits qui me semblaient bien, et puis en fait, ils sont pas si bien. Et donc, il y a toute une démarche à faire et ça prend du temps, ça demande de la volonté. Bien sûr, ça s'appelle de l'information. Mhm, C'est croiser les sources, se renseigner, etc. C'est tout le sens de notre métier. Et c'est toute la différence entre un journaliste qui possède une carte de presse et qui s'engage, qui a signé une charte des droits et des devoirs des journalistes, et qui s'engage à ne fournir que de l'information vérifiée, etc., etc. Et qui, si il diffuse de la fausse information, il peut avoir une plainte, il peut perdre sa carte de presse et il peut avoir un procès. Évidemment, une personne qui est anonyme sur un réseau social peut raconter n'importe quoi. Alors maintenant, on voit qu'il y a aussi un risque. Il commence à y avoir des condamnations pour des gens qui racontent n'importe quoi, parce qu'on peut quand même remonter les adresses IP, etc. Mais malgré tout, le journaliste, il met son nom, il met son image, il met sa carte de presse dans la balance. Donc c'est un métier. C'est un vrai métier où on est engagé à quelque chose. Et c'est important que les gens le sachent. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus tellement la différence. ouais, c'est sûr. J'ai une question d'un de mes invités précédents. Oui. Donc c'est une nouvelle façon, quelque chose que j'aimerais introduire dans mon podcast. Donc Ouais. à la fin, je vais te demander de poser une question au futur invité que tu ne connais pas. D'ailleurs, je regardais un peu l'heure parce que mes Oui, dédicaces... Ouais, tu suis. mais par contre, ce sera suite 29. Je suis désolé. Oui. Je suis le maître du temps. Ok, le maître du temps. Le maître du temps. Alors, la question est, quel a été ton plus grand échec et qu'est-ce qu'il t'a appris? Ouh là, ça c'est... Ça dépend. C'était une question professionnelle ou c'était... Non, peu importe. Alors, en Ouais, fait, ouais. je sais pas. Bon, j'en ai plusieurs. Je vais laisser de côté tout ce qui est la vie privée. Je pense que moi, j'ai été une joueuse de tennis dans ma jeunesse. À haut niveau, très haut niveau. Je l'ai été par opportunité et pas par amour de ce sport. Alors, ça m'a apporté un millier de trucs et c'est comme ça que ça doit se faire et c'est la vie qui est comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai pas eu la force et l'énergie de dire c'est pas ce sport que je veux faire un autre sport. Et je pense que j'ai perdu 20 ans du sport que j'aurais voulu faire, en tout cas 20. Et ça c'est un espèce de regret que j'ai au fond de moi. Alors c'est idiot parce que ça peut... je dis souvent à mes enfants, ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se fait pas. Puis voilà, c'est comme ça, quoi. Mais j'aurais pu avoir cette énergie-là à un moment donné de dire, OK, maintenant j'arrête le tennis et je fais de la course à pied. Et j'aurais eu 20 ans de plus de course à pied dans ma vie. Et ce que ça m'a appris, par contre, c'est que c'est jamais trop tard. Parce que j'ai pu recommencer plus tard avec mes vieilles jambes et mes vieilles articulations. Et puis j'y trouvais énormément de plaisir à ma manière. Et puis ça, c'est bien, quoi. Puis il y a une deuxième chose que je peux dire. Là où j'ai été mauvaise, je le dis maintenant parce que c'est très actuel comme question. J'ai toujours été très féministe, universaliste et très engagée dans l'égalité salariale et ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour moi. Mais dans ma vie personnelle, j'ai mal géré ça. Voilà. Il y a des moments où j'aurais dû être beaucoup plus musclée sur ces sujets-là. Je me suis laissée faire. J'ai réclamé, mais petitement. J'ai pas osé taper du poing sur la table. J'ai pas osé mettre à ce moment-là les hommes face à ce qu'ils nous faisaient vivre, où on gagnait vraiment pour les mêmes fonctions beaucoup moins qu'eux. Je parle des années 90. Et là, c'est vrai que j'étais dans un espèce de tourbillon avec 2 enfants en bas âge, avec un boulot à plein temps, puis avec la volonté de montrer qu'on pouvait, nous aussi, créer des émissions, être des super présentatrices, être des super productrices. Mais jamais, jamais, j'aurais dû laisser passer certaines choses. Et voilà, c'est un regret, pas pour ce que j'aurais pu gagner comme argent, parce que ça, encore une fois, c'est pas très grave. C'est sur l'attitude, quoi, de me dire aujourd'hui, ouais, quand même, là,
j'ai laissé faire des choses que j'aurais pas dû laisser faire. J'aurais dû gueuler, j'ai déjà la réputation d'avoir une grande gueule et tout, mais là, j'aurais dû gueuler plus fort que ça. Et voilà. Et je pense que Dieu sait si ça frotte entre générations aujourd'hui. Y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord, pas d'accord, que eux nous reprochent, que nous leur reprochons, etc., etc. Mais s'il y a une chose que ça m'a appris, c'est que voilà, quand on a quelque chose à dire et qu'il y a une injustice ou une inéquité, il faut le dire. Et il faut se battre pour. Ça, c'est certain. Et ma dernière question, Martina, avant que tu partes, qu'est-ce que le succès pour toi? Ouf! Alors ça, vous avez encore quoi, 1 heure, T'as 3 minutes. Je vais utiliser un terme qui est un peu psy et tout, mais c'est de pouvoir réussir à être centré. Juste ça. C'est de me dire, voilà, j'ai peut-être pas tout fait juste. J'ai peut-être eu plus de succès que je pensais à certains moments et moins de succès que je pensais à certains moments. Mais je me serais pas trahie. Même si je me suis trahie des fois, parce qu'on a tous ces petites lâchetés. Mais je dirais sur la ligne générale, je me serais pas trahie. Et ça, rien que ça, c'est que je pourrais arriver à la fin, au jugement dernier, là où on est devant la balance, mais la balance, en fait, c'est pas le bon Dieu, c'est nous qui faisons la balance à la fin. Et je pourrais me dire, ben voilà, dans la balance, je peux me regarder dans une glace. Et ça, je pense que c'est un succès, ouais. C'est ce dont on peut être le plus fier, quoi. Parce qu'on peut être bourré de fric, on peut être la personne la plus célèbre du monde et avoir pas forcément l'impression que sa vie a été un succès, quoi. Donc, c'est pas lié à des choses comme ça. C'est vraiment lié au fait que quand ce sera le moment, je voudrais pouvoir me regarder dans une glace et me dire, voilà, j'ai fait au mieux et je suis contente de ce moment que j'ai passé là, quoi, sur la Terre. Bah, merci beaucoup, Martina. Merci. Et je te souhaite beaucoup de succès. Oui, merci. Je ferai tout pour. Et à toi aussi. Merci beaucoup. Même si ce moment est encore très très loin pour toi. À bientôt. Merci Brian. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et si elle vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur YouTube. Et n'oubliez pas de noter mon podcast. Je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de janvier 2023. Et oui, déjà 2023 pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une excellente fin d'année. Ciao, ciao.